J'ai été faussement accusé d'infidélité par ma femme, j'ai perdu mes enfants et j'ai passé des années à reconstruire ma vie. Quand elle a découvert que j'étais devenu riche, elle a essayé de me poursuivre pour obtenir une pension alimentaire. Mais j'ai renversé la situation d'une manière totalement inattendue. Salut tout le monde. Celle-là va être longue, les gars, mais je vous promets que ça vaut le coup de lire jusqu'au bout. Résumé à la fin. Alors moi, 34 ans, homme, j'ai besoin de sortir cette histoire folle de ma poitrine, parce que les dernières années ont été dignes d'un mauvais drame Netflix, sauf que ça m'est vraiment arrivé. Il m'a fallu du temps pour être prêt à tout écrire, mais c'est parti. Je suppose qu'il faut commencer par un peu de contexte. J'étais le stéréotype du nerd en informatique à la fac. Vous voyez le genre, celui qui vit presque exclusivement de boissons énergétiques et peut coder 12 heures d'affilée. J'ai eu mon diplôme dans une université d'état correct. Pas le MIT ni rien de prestigieux, juste une fac ordinaire dans le Nord-Est. Juste après la remise des diplômes, j'ai décroché un poste dans une petite start-up tech qui essayait de développer un logiciel de sécurité cloud. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je ne veux pas me doxer, mais disons simplement que c'était l'une de ces startups typiques de 5 types dans un espace WeWork. Le salaire n'était pas ouf au début, genre 65 000 $ par an dans une ville assez chère, mais ils offraient des stock options et je me suis dit que ça valait le pari. En plus, les fondateurs semblaient savoir ce qu'ils faisaient, contrairement à d'autres startups que j'avais rencontrées et qui se contentaient de brûler l'argent des investisseurs. C'est là que j'ai rencontré Amy, ce n'est évidemment pas son vrai prénom. C'était littéralement une scène de comédie romantique cliché. J'étais dans un café près du bureau, après à peine 2 heures de sommeil à cause d'un gros déploiement la veille. Et bam, j'ai renversé mon café sur son MacBook. Je me suis senti comme le dernier des idiots, mais elle a été étonnamment cool. Je lui ai racheté un nouveau MacBook, j'ai maxé ma carte de crédit pour ça, mais bon, ça valait le coup LOL. Et d'une manière ou d'une autre, ça a conduit à un verre, puis à un rendez-vous. Amy travaillait comme hygiéniste dentaire à l'époque. Super intelligente, drôle, clairement trop belle pour moi. On a tout de suite accroché, vous voyez? Elle semblait vraiment intéressée quand je parlais de code pendant des heures, et j'adorais ses histoires folles sur les patients infernaux du cabinet dentaire. On s'est mariés après 2 ans de relation. Rien de grandiose, juste une petite cérémonie dans le jardin de ses parents. On a utilisé la plupart de nos économies pour verser un acompte sur une petite maison de banlieue. Le trajet pour aller au travail était une galère, 45 minutes aller, mais les écoles étaient bonnes, et on pensait à l'avenir. Les enfants sont arrivés rapidement. Lily est née en 2016, et Max en 2019. Pas de mensonge, les premières années ont été rudes. Essayer de jongler entre un boulot de start-up et les biberons à 3 heures du matin. Il y avait des jours où je ne savais même plus si j'avais pris une douche. Mais Amy était incroyable avec les enfants. Elle a réduit ses heures de travail pour être plus présente à la maison, et on a réussi à trouver un équilibre. La start-up grandissait lentement mais sûrement. On est passé de 5 types dans un WeWork à une vraie équipe de 50 personnes dans un bureau. J'ai été promu chef développeur, puis manager en ingénierie. Les stock options continuaient à se débloquer. J'en avais environ 200 000 à 50-100 l'unité. Honnêtement, je pensais qu'elles finiraient sans valeur, comme la plupart des actions de start-up, mais je les ai gardées au cas où. On avait une belle petite vie. Un bon quartier, des écoles correctes, des vacances à Disney tous les 2 ans. Rien d'extravagant, mais les enfants adoraient. Nos voisins étaient sympas aussi. Beaucoup de jeunes familles, des barbecues l'été, bref, la vie de banlieue tranquille. Amy s'était fait plein d'amis parmi les mamans. Moi, je buvais une bière avec les pères pendant que les gosses jouaient. Une vie normale, ennuyeuse, mais heureuse. Puis Mike et Jessica ont emménagé à côté en 2021. Mike, c'était le cliché du « fitfluencé ». Vous voyez le genre, toujours en train de poster des vidéos d'entraînement sur Insta. Son garage était transformé en salle de CrossFit. Super sympa au début, toujours prêt à aider pour bricoler. Jessica, sa femme, bossait de longues heures dans un cabinet d'avocats en ville, donc Mike était souvent à la maison à bosser sur sa marque. Avec le recul, je vois les signaux d'alerte. Mais quand tu bosses 50 à 60 heures par semaine pour maintenir une start-up à flot pendant le Covid, avec 2 jeunes enfants à gérer, tu rates des trucs. Ou peut-être que tu les vois, mais tu ne veux pas y croire. Amy a commencé à s'entraîner dans la salle de sport de Mike. Elle disait vouloir se remettre en forme après les grossesses. Elle mettait du maquillage pour aller faire du sport. Sérieusement, qui fait ça? Elle revenait toute joyeuse, pleine d'énergie. Au début, j'ai trouvé ça bien. Je me disais, cool, elle est motivée. Mon Dieu, j'étais tellement idiot. Donc Mike et sa passion du CrossFit. Au début, c'était juste des petites choses. Je rentrais du boulot et il était là, torse nu, et évidemment, en train d'aider Amy à déplacer des meubles ou à réparer quelque chose. Je travaillais comme un fou sur un gros contrat avec une énorme boîte tech, genre du niveau FANG. On devait intégrer plein de nouvelles fonctionnalités de sécurité, les délais étaient dingues. Je faisais des semaines de 14 heures. Je ne voyais les enfants que le week-end. Amy semblait comprendre au début, mais ensuite, les remarques ont commencé. Mike dit que tu devrais passer plus de temps en famille. Mike pense que l'équilibre travail-vie perso est important.
Mike arrive à gérer son business et à rester en forme. Cool, ami. Sauf que Mike, son business, c'est de poster des selfies de gym pendant que c'est Mon salaire qui paie le crédit de la maison. Puis elle est devenue obsédée par le fitness. Mais genre, vraiment obsédée. D'un coup, nos courses coûtaient 2 fois plus cher parce que tout devait être bio et grass-fed. Elle achetait des compléments alimentaires que Mike recommandait. Notre cuisine ressemblait à un magasin GNC explosé. Et son emploi du temps d'entraînement devenait bizarre aussi. Au début, c'était 3 fois par semaine à des heures normales. Puis c'est devenu tous les jours, toujours quand j'étais au travail ou avec les enfants. Elle revenait toute rouge, transpirante, en disant qu'elle s'était douchée au gymnase. Encore une fois, avec du maquillage. Qui fait ça? Et tous ces leggings Lululemon hors de prix, apparemment, ceux de Target n'étaient plus suffisants. Mais le pire, ça a été avec son téléphone. Avant, Amy n'était pas du tout une geek. Elle laissait souvent son téléphone traîner. Soudain, elle ne le lâchait plus, jamais. Toujours en train de texter, toujours l'écran tourné de mon côté. Elle a mis un nouveau mot de passe et refusait de me le dire. Avant, on connaissait nos mots de passe mutuellement, pas pour fouiller, juste au cas où avec les enfants. Et le pire? Elle est devenue hyper agressive sur tout. Je lui demandais ce qu'elle voulait pour le dîner, elle s'énervait en disant que je ne l'aidais jamais à planifier les repas. Je parlais de ma journée, elle levait les yeux au ciel, tout ne tourne pas autour de ta précieuse start-up. Une vraie Jekyll et Hyde. Un jour, je jouais avec Max dans le jardin, et j'ai vu Mike qui aidait Amy dans son garage pendant un exercice. Le type était littéralement collé à elle pour corriger sa posture. Et Max, tout content, me dit « Maman et Mike sont les meilleurs amis du monde. » Ouais, fiston. Je parie que oui. J'ai essayé d'en parler avec elle. Je lui ai dit que je trouvais bizarre qu'elle passe autant de temps avec lui. Grosse erreur. Elle a explosé. M'a accusé d'être contrôlant et jaloux, de vouloir l'empêcher d'avoir des amis, de ne jamais être là donc de ne pas avoir mon mot à dire. Et puis elle a commencé à se plaindre d'argent. La start-up ne payait pas encore très bien, on était toujours en phase de croissance, mais on vivait confortablement. Soudain, plus rien ne suffisait. Elle voulait rénover la cuisine, acheter une nouvelle voiture, inscrire Lily dans une école privée hors de prix. Quand je lui expliquais la différence entre le salaire d'une start-up et les stock options, elle me regardait comme si je parlais une langue extraterrestre. Avec le recul, j'aurais dû voir venir la suite. J'ai commencé à remarquer des dépenses étranges sur notre carte de crédit, des restaurants de luxe où je n'étais jamais allé, des factures d'hôtel dans notre propre ville, sérieusement, qui a besoin d'un hôtel à 20 minutes de chez soi, et même une boutique de lingerie dont je n'ai jamais vu le moindre article sur elle. Les enfants ont commencé à changer aussi. Lily, 8 ans, la petite fille joyeuse et bavarde, était devenue silencieuse et renfermée. Max, 5 ans, s'accrochait à moi tout le temps, pleurait chaque fois que je partais travailler. Une fois, je l'ai surpris en train de parler à ses peluches, maman et Mike font une soirée pyjama pendant que papa travaille. Ouais, celle-là m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Un soir, je suis rentré plus tôt que prévu parce que notre déploiement avait été reporté. La maison était sombre, mais la voiture d'Amy était dans l'allée. J'ai entendu de la musique venant du garage de Mike, sa salle de sport. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'apaiser les choses, parler d'homme à homme. Ouais, ce n'est pas exactement ce que j'ai trouvé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons que la séance d'entraînement d'Amy n'avait rien à voir avec le fitness. Jessica, la femme de Mike, travaillait tard à son cabinet d'avocat comme d'habitude. Je ne les ai pas confrontés sur le moment. J'ai juste pris une vidéo avec mon téléphone et je suis rentré chez moi. Je suis resté 1 heure dans la voiture, à encaisser le choc. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Le gars m'a dit de rester normal, de continuer à rassembler des preuves, et surtout de ne pas leur montrer que je savais. La semaine la plus difficile de ma vie, faire semblant que tout allait bien alors qu'ils faisaient littéralement leur petite affaire juste à côté. J'avais sauvegardé la vidéo d'Amy et Mike dans 6 endroits différents. J'allais la confronter le week-end suivant, quand mes parents pouvaient garder les enfants. Tout était prêt, les papiers du divorce, les preuves, tout. Mais Amy et Mike avaient leur propre plan. Et ils ont frappé les premiers. C'était un mardi comme les autres. J'étais au travail, en plein dans des revues de code, quand mon chef d'équipe m'a envoyé un message, « HR veut te voir ». Bizarre, mais pas totalement inhabituel vu les discussions d'acquisition avec Amazon. J'entre dans la salle et 2 flics m'attendent. Merde. Il s'avère qu'Amy était allée voir la police ce matin-là avec des bleus, affirmant que je l'avais battue pendant une dispute à propos d'argent. D'après elle, j'aurais perdu le contrôle quand elle m'a reproché de passer trop de temps au travail. Elle avait même des photos de bleus sur ses bras et son visage. Les flics m'ont arrêté sur place, au bureau. Le moment le plus humiliant de ma vie, menotté devant tous mes collègues. J'ai passé 48 heures en prison avant que mon frère ne puisse payer la caution. J'ai perdu mon téléphone, aucun accès à mon ordinateur du travail. Politique de l'entreprise, suspension administrative. La version polie de « tu es viré », mais on attend que le scandale se tasse. 15 ans de carrière sans tâche, même pas une amende de stationnement, et d'un coup, je suis un mari violent. Mon visage est passé aux infos locales.
Un cadre de la tech arrêté pour violence domestique. Super, hein, pour retrouver un emploi après ça? Et voici la partie la plus tordue. Amy et Mike avaient tout planifié depuis des semaines. J'ai appris plus tard qu'ils documentaient chaque dispute, prenaient des photos de chaque petit bleu qu'Amy se faisait, pour construire un faux dossier de violence conjugale. Ils avaient même embarqué certaines mamans du quartier. Des femmes avec qui on faisait des barbecues, dont les enfants venaient aux anniversaires chez nous, et écrivaient maintenant des déclarations disant qu'elles avaient toujours soupçonné que j'étais violent. Elle affirmait avoir entendu des disputes depuis notre maison. Ouais, parce qu'Amy hurlait sur moi à 6 heures du matin à cause du crossfit. L'une d'elles a même prétendu m'avoir vu attraper le bras d'Amy brutalement en sortant les courses de la voiture. Je l'aidais juste à porter les sacs parce qu'elle s'était foulé le poignet, devinez comment? Avec Mike. Le pire, c'est que les services sociaux, CPS, se sont mêlés de l'affaire. Amy a obtenu la garde temporaire des enfants. Je suis passé de père présent tous les jours à 2 heures de visite surveillée tous les 15 jours. Vous imaginez ce que ça fait de voir ces enfants dans un bâtiment gris du gouvernement, pendant qu'un agent prend des notes sur chaque mot, chaque geste? J'ai dû vendre une partie de mes stock options pour payer un avocat. Le règlement de l'entreprise disait que je pouvais garder le reste puisque j'y travaillais depuis plus de 5 ans. Dieu merci pour ce petit miracle. Je me suis installé dans un minuscule studio près de chez mon frère, le seul truc que je pouvais me permettre avec les frais juridiques et la pension alimentaire. Lily refusait de me regarder pendant les visites. J'ai découvert qu'Amy lui avait dit que j'étais malade dans ma tête et que je devais me soigner avant de revenir à la maison. Max, lui, pleurait sans arrêt et me demandait pourquoi je ne les aimais plus. Essayez d'expliquer des accusations de violence conjugale à un gamin de 5 ans. En fait, n'essayez pas, c'est impossible. J'ai aussi perdu la plupart de mes amis. C'est fou comme les gens disparaissent dès qu'on est accusé d'un truc pareil. Ceux qui sont restés, c'était surtout des collègues qui savaient à quel point je m'étais sacrifié pour ma famille. Ils connaissaient la vérité, mais leurs mains étaient liées tant que l'affaire était en cours. Pendant ce temps, Mike et Amy ne se cachaient même plus. Il avait quitté Jessica, sa femme, qui avait ses propres problèmes après avoir tout découvert. Mike et Amy postaient des selfies de gym, allaient au resto, vivaient leur romance parfaite, avec mon argent de pension alimentaire. J'ai dû commencer à conduire pour Uber le week-end, juste pour m'en sortir. Je suis passé de chef d'équipe d'ingénieur à chauffeur ramassant des étudiants ivres à 2 heures du matin. Le plus ironique? Certains de mes passagers étaient des stagiaires de mon ancienne boîte. Essayez de garder la face quand un gamin de 22 ans vous raconte à quel point votre ancien projet est révolutionnaire. Vous vous souvenez de mes stock options? Celles que j'avais partiellement revendues pour payer les avocats? Ouais. C'est là que tout a basculé. Mais d'abord, laissez-moi vous peindre le tableau de mon enfer. Je vivais dans un studio de 40 mètres carrés qui empestait le chat, je bossais 2 jobs, développeur junior dans une boîte corporate pourrie la journée, la seule qui voulait de moi avec des accusations de violence en cours, et chauffeur Uber la nuit. Je mangeais des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes pour pouvoir payer la pension alimentaire. Il me restait environ 200 000 actions de mon ancienne start-up, que je ne pouvais pas vendre à cause de la période de blocage. La boîte survivait, pas plus. Notre logiciel de sécurité aidait les entreprises à gérer leur infrastructure cloud. Un truc technique chiant, je sais. Amazon Web Services tournait autour depuis un moment, mais sans rien de concret. Et puis il y a eu Log4j. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez qu'on découvre une faille permettant de pirater pratiquement tous les systèmes informatiques du monde. C'était ça, Log4j. Et notre logiciel était parfait pour détecter et corriger cette faille. Le bon produit, au bon moment. Un mardi banal, entre 2 courses Uber, je regarde mon téléphone, 50 appels manqués. La start-up venait d'être rachetée par AWS. L'action passait de 4 à 247 $ par part. J'ai refait le calcul 20 fois, persuadé d'halluciner. 200 000 actions x 247 $ égale 49 400 000 $ avant impôt. La première chose que j'ai faite? J'ai vomi. La deuxième? J'ai appelé mon avocat. La troisième? J'ai revomi. Et là, ça devient amusant. L'acquisition a fait la une des journaux locaux. Une start-up technologique locale rachetée par Amazon pour 2,1 milliards $. Mon nom figurait quelque part dans l'article, mentionné parmi les premiers employés. Devinez qui lit les nouvelles locales sur la tech? L'avocat d'Amy. En moins de 24 heures, je reçois un mail d'Amy. Le premier depuis mon arrestation. Un message tout doux, tout gentil, comme si on était encore meilleurs amis. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Peut-être qu'on devrait parler de ce qui est le mieux pour les enfants. J'ai entendu dire que tu es riche maintenant. Oui, bien sûr. Laisse-moi remettre mes griffes sur toi. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran. Envoyée directement à mon avocat. Puis je suis retourné à mon shift Uber. Il fallait que tout paraisse normal jusqu'à la finalisation de l'acquisition. Celle-ci devait prendre 3 mois à se conclure, et je ne voulais surtout pas qu'Amy cause des problèmes avant. Mais Amy n'en avait pas fini. Le lendemain, devinez qui je croise dans mon café habituel? Mike. Pure coïncidence, hein? Il essaie de jouer les copains.
Et mec, on peut passer à autre chose. Tout le monde fait des erreurs. Ami est vraiment désolé pour tout ça. Ah oui? Désolé de m'avoir accusé de violence conjugale, de m'avoir fait arrêter, d'avoir pris mes enfants, détruit ma réputation? Mais maintenant que je vaux des millions, on peut être amis. Quelle coïncidence pratique. J'ai continué à conduire pour Uber jusqu'à la clôture de l'acquisition. Les regards des passagers qui me reconnaissaient depuis les articles de presse, inoubliables. Vous n'êtes pas ce type qui... Si, c'est moi. Votre chauffeur Uber millionnaire. Le jour où l'argent est arrivé sur mon compte, c'était surréaliste. Après impôts et frais, il me restait environ 28 millions de dollars. Première chose que j'ai faite? J'ai acheté une maison modeste de 3 chambres dans une résidence sécurisée. Rien d'extravagant, mais bien protégé et dans le même district scolaire que les enfants. J'ai ouvert des fonds universitaires pour Lily et Max, 2 millions chacun, bloqués jusqu'à leurs 25 ans. J'ai lancé une petite société de conseil en logiciel, surtout pour rester occupé et avoir une source de revenus, normale, pas un jackpot surprise d'AWS. J'ai embauché quelques anciens collègues qui m'avaient soutenu à travers tout ça. Et là, Ami a frappé. Un huissier est venu à ma nouvelle maison, assignation à comparaître. Elle réclamait la moitié de l'argent de l'acquisition, sous prétexte que nous étions encore, légalement mariés, quand la valeur des actions avait augmenté, plus un retour rétroactif de pension alimentaire basé sur ma nouvelle fortune, et la garde principale des enfants, parce que, selon elle, un homme violent ne devrait pas avoir des millions à dépenser pour eux. L'ironie? Si elle ne m'avait pas piégé, fait arrêter, et forcé à vendre des actions plus tôt, elle aurait peut-être eu une chance d'obtenir la moitié. Mais il y a ce petit détail amusant, un dossier judiciaire de violence domestique factice, mais signé de sa main. Un dimanche matin, elle débarque chez moi. Je ne l'avais pas vue en personne depuis les audiences. Elle arrive avec son air de martyr, habillée simplement en vêtements Target, bien loin de son look habituel en Lululemon. Peu de maquillage, les yeux gonflés comme si elle avait pleuré. On peut parler, demande-t-elle. C'est à propos des enfants. C'est toujours à propos des enfants avec elle. Drôle, il ne semblait pas être sa priorité quand elle détruisait la vie de leur père. Je la laisse entrer. J'avais des caméras de sécurité partout et mon téléphone enregistrait dans ma poche. Pas de paranoïa, juste de l'expérience. Elle s'assoit dans mon salon et commence à pleurer. Mike m'a manipulé. Il m'a convaincu que tu me trompais. Il m'a dit que tu allais partir avec les enfants et me laisser sans rien. Ah oui, projection, le mot est juste. Elle sanglote. Il m'a forcé à porter plainte. J'étais perdu et effrayé. Bien sûr, Ami. Les bleus sont apparus tout seuls, les témoignages se sont écrits par magie. Et puis, le coup de grâce. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours légalement ta femme. La valeur des actions a augmenté pendant notre mariage. Je mérite la moitié, pour les enfants. Putain. Cette femme m'a fait arrêter, m'a pris mes enfants, a presque ruiné ma carrière, et maintenant, elle veut la moitié de ma fortune. L'audace est presque admirable. Les enfants te manquent, ajoute-t-elle, guettant ma réaction. On pourrait redevenir une famille. Repartir à zéro. Ouais, parce qu'il n'y a rien de plus romantique qu'une fausse accusation de violence conjugale. Elle avait clairement répété son discours. Parle de sa thérapie, de ses réalisations, de ses erreurs. Bien sûr. Et apparemment, Mike était le vrai abuseur. Ironique. Elle évoque même notre premier rendez-vous dans ce café, pensant sans doute que la nostalgie effacerait tout. Pendant qu'elle déblatère, mon téléphone se met à vibrer sans arrêt, elle avait déjà dit à son avocat qu'elle essayait une réconciliation, pour construire un faux récit de couple en voie de reconstruction, juste au moment où l'argent arrivait. Puis elle se lance dans le pathos. C'est dur. Je vis dans un petit appart, je fais des heures sup au cabinet dentaire, j'ai du mal à payer les activités des enfants. Peut-être arrête d'acheter des leggings à 2 cents $? Je n'ai jamais voulu tout ça, dit-elle. Mike m'a fait croire que tu étais un monstre, mais maintenant je vois que lui était le vrai monstre. Ah oui? Parce que Mike t'a forcé à 1. Me tromper pendant des mois. 2. Monter de fausses accusations. 3. Me faire arrêter au travail. 4. Me priver de mes enfants. 5. Dépenser ma pension pour ton matériel de sport. 6. Mentir à tout le monde qu'on connaissait. Mais le meilleur arrive. Elle sort son téléphone et me montre des photos récentes des enfants, que je n'avais pas le droit de voir à cause de la restriction. Lily a son spectacle de danse. Max jouant au foot. Tous les moments que j'avais manqués. Ils ont besoin de leur père, dit-elle. On peut arranger les choses. Traduction, je suis fauché, tu es riche, faisons comme si je n'avais pas ruiné ta vie. Puis elle lâche la bombe. J'ai parlé à mon avocat. Si on ne trouve pas un terrain d'entente, j'ai des droits. La valeur des actions a augmenté pendant notre mariage. Et avec ton passé de violence domestique. Et voilà. La menace derrière les larmes. Classique Ami. Je la laisse finir son petit spectacle, lui tend même des mouchoirs, les durs, pas les doux. Puis je dis simplement. Mon avocat contactera le tien. Et je la raccompagne à la porte. Dès qu'elle part, j'appelle mon avocat. Et là, surprise, Ami avait déjà déposé une demande d'aide conjugale d'urgence, basée sur ma nouvelle richesse. Elle avait aussi essayé de modifier l'accord de garde,
prétextant que ma fortune faisait de moi un risque de fuite. Elle avait même contacté d'anciens collègues pour chercher de la saleté sur moi. Le comble? Elle continuait à poster sur Instagram des citations inspirantes du genre. S'élever au-dessus de la négativité, trouver sa vérité. Entre deux selfies de gym avec son nouveau coach, apparemment, Mike avait été remplacé. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé au tribunal. Vous vous souvenez de mes caméras de sécurité? Elles vont bientôt jouer un rôle crucial. L'audience a eu lieu le mois dernier. Amy arrive au tribunal habillée comme si elle sortait d'un centre de dons, robe simple, pas de maquillage, cheveux attachés à la va-vite. Vibe de « maman célibataire en galère ». Elle avait même amené les enfants, en violation directe de l'ordre du juge, assis au premier rang comme des accessoires dans sa petite mise en scène. Son avocat ouvre le bal. Costume à 1000 $, ton mielleux. Il dépeint Amy comme une épouse dévouée, qui aurait sacrifié sa carrière pour soutenir son mari dans sa réussite technologique. Selon lui, elle méritait la moitié de l'argent parce que son soutien émotionnel avait été essentiel au succès de l'entreprise. Ouais, un soutien émotionnel exemplaire, rien ne dit « je crois en toi », comme de fausses accusations de violence. Puis ils ressortent le dossier de violence domestique. Tentent de me présenter comme un tech bro, instable, chanceux, qui risquait de s'enfuir avec ses millions. Ils ont même osé dire que j'étais potentiellement dangereux, maintenant que j'avais des ressources illimitées. Mon avocat, Greg, une légende vivante, reste calme, prend des notes, l'air presque ennuyé. Amy me jette des regards anxieux, probablement en se demandant pourquoi on ne panique pas devant leur mascarade. Et puis, c'est notre tour. Greg se lève, redresse sa cravate et dit calmement. Votre honneur, avant de commencer notre défense, j'aimerais présenter de nouvelles preuves qui ont récemment refait surface. Et là, entre en scène la vidéo des caméras de sécurité de ma maison. Voyez-vous, Amy n'était pas venue qu'une seule fois avec sa fausse histoire de réconciliation. Elle venait presque tous les jours pendant que j'étais au bureau, essayant d'entrer chez moi. Et devinez qui l'accompagnait la moitié du temps? Mike. Les caméras les ont filmés en train de planifier toute la mise en scène. Amy et Mike, assis dans sa voiture devant ma maison, répétant littéralement son discours émotionnel. On la voit même glisser de fausses lettres dans ma boîte aux lettres, des lettres qu'elle s'était écrites à elle-même, datées avant les accusations de violence, racontant qu'elle avait peur de moi. Et on les entend rire en disant à quel point ce serait facile de me prendre la moitié de mon argent. Mais attendez, c'est pas fini. Vous vous souvenez des bleus qu'elle avait utilisés pour me piéger? Eh bien, ma sonnette connectée, Ring Doorbell, les a filmés, à l'époque où ils étaient encore voisins, en train de les fabriquer. Oui, littéralement, ils utilisaient du maquillage pour créer de faux hématomes, prenaient des photos, et Amy répétait ça, tête de femme terrorisée. La tête du juge pendant tout ça? Inestimable. Amy avait l'air de vouloir vomir. Mike, assigné à comparaître, essayait de se lever pour sortir, mais l'agent de sécurité l'a forcé à rester assis. Et là, Greg lâche la bombe nucléaire. Il annonce que ce n'était pas leur premier coup. Amy et Mike avaient tenté la même arnaque dans 2 autres villes. 2 autres hommes, tous 2 ingénieurs dans la tech, accusés à tort de violence, ruinés par des divorces truqués. Amy et Mike avaient mis au point un vrai système industriel d'escroquerie. Et devinez qui a aidé Greg à obtenir toutes ces infos? Jessica, l'ex-femme de Mike. Avocate elle-même, elle avait monté un dossier complet contre eux depuis des mois. Elle est venue à l'audience avec des preuves béton, textos, emails, relevés bancaires montrant comment Amy et Mike se partageaient l'argent de leurs arnaques précédentes. Quand Greg a fini de parler, l'avocat d'Amy avait l'air prêt à se glisser sous la table. Il a commencé à bafouiller. Votre honneur, ma cliente a peut-être été confuse sur certains événements. Le juge n'a pas apprécié. Il a suspendu la séance, et est revenu 1 heure plus tard, le visage furieux. Verdict? Rejet total de la demande d'Amy concernant les actions. Condamnation à payer mes frais d'avocat. Et transfert du dossier au procureur pour des accusations potentielles de fraude. Mais le meilleur moment? La garde des enfants. Après avoir vu les vidéos d'Amy et Mike complotant pour me piéger, le juge a ordonné une évaluation de garde d'urgence. Résultat, les enfants sont désormais avec moi, pendant qu'Amy est enquêtée pour parjure et fraude. Et Mike? Dès la fin de l'audience, le type a essayé de se barrer en courant. Littéralement. S'est fait plaquer dans le parking par le nouveau petit ami de Jessica, un flic. Karma instantané. 3 mois plus tard. Beaucoup de choses se sont passées depuis la confrontation au tribunal. D'abord, Amy et Mike ont été arrêtés. Le FBI s'est saisi de l'affaire. Apparemment, faire des fraudes inter-États, c'est du fédéral. Ils enquêtaient sur eux depuis des semaines. Et ils ont trouvé 3 autres victimes comme moi, tous dans la tech, tous accusés à tort de violence, tous ruinés. Amy et Mike avaient perfectionné leur arnaque. Les enfants vivent à plein temps avec moi maintenant. Pas facile, franchement. 2 enfants traumatisés plus un père qui apprend à devenir parent à plein temps égale chaos total. La première semaine, j'ai brûlé le dîner 3 fois, envoyé Lily à l'école avec 2 chaussures différentes, et oublié le « show and tell » de Max. Mais on s'en sort. J'ai engagé une psychologue spécialisée dans les cas d'aliénation parentale,
la docteure Sarah, je garde son nom complet privé. Une perle. Elle aide énormément les enfants. Lily a fini par avouer qu'Amy et Mike lui avaient appris à dire qu'elle avait peur de moi. Et Max croyait que je ne voulais plus les voir parce que j'aimais l'argent plus qu'eux. Qui fait ça à ses propres enfants? La maison fonctionne bien, finalement. On a emménagé dans un joli quartier, école top, rien d'excessif. Max a une salle de jeux Minecraft, et Lily a décoré sa chambre entièrement rose, évidemment. Le système de sécurité ferait pâlir Fort Knox, mais au moins, ils se sentent en sécurité. Je bosse désormais à domicile. Mon entreprise de conseil tourne bien, mais les enfants passent avant tout. J'ai une bonne équipe qui gère les projets pendant que je joue mon rôle de papa. C'est drôle comme la vie tourne. J'ai passé des années à courir après le succès dans la tech. Et maintenant, mon plus grand accomplissement, c'est de faire rire Max avec mes blagues nulles de père. Amy risque entre 15 et 20 ans de prison pour fraude, parjure et d'autres chefs d'accusation que je ne comprends même pas tous. Son avocat a essayé de négocier, mais les fédéraux ne rigolent pas avec les escroqueries organisées visant des travailleurs de la tech. Mike, lui, a craqué dès que les choses sont devenues sérieuses. Il a littéralement fondu en larmes devant le FBI, prétendant qu'Amy était le cerveau et qu'il avait été manipulé. Ouais, bien sûr. Il risque quand même au moins 10 ans. Jessica, l'ex de Mike, a été incroyable. Elle aide les fédéraux, passe du temps avec les enfants, leur fait des cookies quand elle vient à la maison. Pas de drame, juste une vraie gentillesse. Les enfants l'adorent. Côté finance, tout est stable. J'ai créé des fonds en fiducie pour les enfants, investi prudemment, merci mon conseiller financier, et lancé une fondation d'aide aux pères victimes de fausses accusations de violence conjugale. La fondation a déjà aidé 3 pères à récupérer la garde de leurs enfants. Les gens me demandent si je compte redater. La réponse, non, pas pour le moment. J'ai des problèmes de confiance, évidemment, et je ne veux pas imposer une nouvelle personne aux enfants. Ils ont déjà eu assez de drames pour une vie entière. Mais il y a quand même eu du bon. Mon ancienne boîte, celle qui m'avait viré après les accusations, m'a appelé. Le PDG en personne. Il s'est excusé publiquement, m'a proposé un poste de consultant, que j'ai refusé, mais il a publié une lettre ouverte blanchissant mon nom. Je n'en avais plus besoin, mais ça m'a touché. Lily va beaucoup mieux. Ses profs disent qu'elle sourit à nouveau, participe en classe. Elle va rejoindre le club de sciences le semestre prochain. Apparemment, elle a hérité des gènes de nerfs de papa. Max, lui, reste fidèle à lui-même, un tourbillon d'énergie et un cœur énorme. Il a décidé qu'il voulait devenir créateur de jeux vidéo, qui aide les gens, quand il sera grand. Même la voisine qui avait témoigné contre moi est venue s'excuser. Amy l'avait convaincu que j'étais dangereux, avec de fausses preuves à l'appui. On ne sera jamais amis, mais au moins, une personne de moins me regarde comme un monstre. Certains jours restent difficiles. Les enfants font encore des cauchemars. Lily panique quand je m'éloigne trop longtemps. Max me demande au moins une fois par semaine. « Papa, t'es sûr que tu veux encore qu'on vive avec toi? » Mais on guérit. Un jour à la fois. Mon ex-femme est le roi du crossfit? En route pour des procès fédéraux. Moi, j'ai mes enfants, une nouvelle vie, et une mission, aider d'autres pères qui traversent le même enfer. Edien, waouh, ce post a explosé. Merci pour tout votre soutien à travers cette histoire de dingue. Eddie 2, pour ceux qui demandent à propos de la fondation, oui, elle est bien réelle, mais je ne partage pas de lien. Pas envie de me doxer. Eddie 3, je posterai des nouvelles si quelque chose de majeur se passe dans l'affaire d'Amy. Mais pour l'instant, je me concentre sur mes enfants et notre nouveau départ. Dernière note, j'ai changé quelques petits détails pour préserver ma vie privée, mais le fond de l'histoire est 100% vrai. Et si tu es un père qui traverse quelque chose de semblable, documente tout, trouve un bon avocat et ne lâche jamais. Tes enfants ont besoin de toi.